J'ai le plaisir, l'honneur de vous présenter Nadejda Kutebova et Yves Lenoir. Nadejda vit en France depuis quelque temps, où elle a récemment obtenu le statut de réfugié politique, mais elle est née et elle a longtemps vécu dans la ville d'Ozersk, le nom d'Ozersk désignant à la fois la ville où Nadejda est née et un territoire incluant le complexe nucléaire de Mayak. Yves Lenoir est bien connu comme président de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus, qui, avec l'Institut Belgrade, vient en aide aux habitants de Biélorussie et tout particulièrement aux enfants vivant encore aujourd'hui, étant obligés, en fait, par pauvreté, de vivre en zone hautement contaminée en Biélorussie. Alors, Yves est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est La comédie atomique, l'histoire occultée des dangers des radiations. Ce livre est vraiment extrêmement passionnant et il consacre un chapitre à Mayak. Alors, il y a également des films qui sont consacrés à Mayak et en partie à Nadejda Kutebova. Et le plus récent de ces films s'appelle City 40. Pourquoi ville numéro 40 ? C'est parce que cette ville d'Ozersk est encore aujourd'hui interdite et précédemment, pendant de très nombreuses années, elle était carrément absente des cartes et elle était nommée sous un nom d'emprunt, c'est-à-dire le nom de Tcheliabinsk, qui est une grande ville qui existe dans la région. Et donc, les habitants d'Ozersk n'étaient nulle part, en fait, n'étaient de nulle part. Voici une vue d'Ozersk. Alors, il y a un autre documentaire qui a été tourné en 2011 par Arte avec Nadejda et j'ai fait plusieurs captures d'images. Cette image d'Ozersk vue de loin, puisqu'on ne peut pas y entrer en fait, est la première d'entre elles. Cette ville d'Ozersk et ce centre de Mayak se situent ici, dans la région sud-est des monts Oural, très loin de Moscou et encore plus loin de Paris, à 4600 km de chez nous. Alors, Ozersk est situé à 100 km de la vraie ville de Tcheliabinsk et également à 150 km d'Ekaterinbourg, qui est une autre grande ville de cette région où Moscou, en l'occurrence Staline, a décidé de construire la bombe atomique soviétique, donc une région isolée de forêts et de marécages très loin de Moscou. Alors, Mayak, le nom de Mayak, alors je vous signale qu'il y a plusieurs orthographes pour tous ces noms russes. Le nom de Nadejda elle-même s'écrit avec un Z, mais ça se prononce J, comme Nadej. Nadejda, comme notre prénom Nadej. Et vous verrez également qu'il y a plusieurs désignations pour les événements survenus dans cette région. Mayak désigne le complexe nucléaire militaire ultra secret qui est à l'intérieur du territoire d'Ozersk. Et ici, les pointillés jaunes, ce sont en fait les limites sévèrement gardées par les militaires avec des barbelés et tout. Et en dehors de ces barbelés, eh bien encore des sites de stockage de produits radioactifs. Alors, le désastre dit de Mayak ou de Kishtim, selon les sources, a eu lieu donc le 29 septembre 1957, donc dans 2 jours, c'est le 59e anniversaire de ce désastre. C'est le premier grand désastre, grand, si on peut dire, oui, premier désastre, la première catastrophe de l'histoire de l'atome après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Ce désastre a une double particularité. Déjà, il est militaire, on l'a dit, contrairement au désastre de Tchernobyl et de Fukushima. Il est militaire. Et en plus, il survient dans un site de stockage de déchets. Pas dans une installation en fonctionnement, pas dans une centrale en fonctionnement comme à Tchernobyl ou à Fukushima. Non, dans une cuve, l'explosion a eu lieu dans une cuve enterrée en plus de déchets liquides de haute activité. Alors, ce désastre, bien sûr, on va en reparler très longuement dans la soirée, mais il faut savoir qu'il a été classé rétrospectivement au niveau 6 de l'échelle internationale des événements atomiques, puisque cette échelle a été créée en 1990, donc c'était bien après la survenue de l'accident qu'il a été classé donc à un niveau en dessous les désastres de Tchernobyl et de Fukushima, qui sont, comme vous le savez, au niveau 7, le niveau maximal. Alors la contamination, mais Yves en reparlera beaucoup,
elle a eu lieu ce jour-là, surtout vers le nord-est, sous forme d'une bande assez étroite et d'une centaine de kilomètres de long. Mais en fait, la radiocontamination de cette région est beaucoup plus étendue et tout à fait massive. Hein. En particulier parce qu'il y a eu d'autres désastres à Mayak. C'est pour ça que nous avons intitulé cet exposé débat, non pas le désastre nucléaire de Mayak, qui pourrait être le premier avant Tchernobyl, etc., mais les désastres survenus à Mayak, avant et après 1957, le moins méconnu d'entre eux, on va dire, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit bien connu. Alors, il y a eu très tôt un déversement de déchets de haute activité dans la rivière Tetcha, pendant 3 ans, de 1949 à 1951, puis une tempête de sable sur un lac qui servait de poubelle nucléaire et qui a disséminé massivement des poussières radioactives sur toute la région. En 2004, il y a eu à nouveau un déversement, cette fois accidentel, de déchets radioactifs dans la rivière Tetcha. Et aujourd'hui, ça continue, puisque malheureusement, Mayak est transformé, reste en partie militaire, ultra secret de toute façon, mais est transformé en centre de retraitement et de stockage de déchets radioactifs. Et on y stocke des quantités phénoménales d'uranium. J'ai lu 38 tonnes d'uranium hautement enrichi et 50 tonnes de plutonium de qualité militaire. Ces effets sur la santé et sur la vie des radiations ionisantes à Mayak, qu'elles soient dues à l'irradiation externe ou à la contamination interne, en fait les deux associés à Mayak, ont été rapportés très tard par Collins, le lieutenant-colonel Collins. Yves a eu la gentillesse de me communiquer le rapport de ce militaire américain qui a pour la première fois parlé de la situation sanitaire dans cette région. Alors, il a, dans son rapport, il parle des déficits immunitaires. Vous savez que c'est un effet majeur des radiations ionisantes sur l'organisme. Ça favorise les cancers, les allergies, les maladies auto-immunes, etc. Les leucémies aiguës myéloïdes, il cite ce type de leucémie aiguë, qu'on appelle aujourd'hui non lymphoïde. Les cancers du sein, dont vous avez ici une image. Du poumon, dont vous avez ici une image macroscopique. Ici sur le microscope, hein, bien sûr. Cancer de l'estomac, cancer de l'œsophage, et enfin des problèmes de stérilité, de fausses couches et d'enfants mort-nés. Il ne parle même pas des malformations congénitales. C'est bien sûr une toute petite partie de la très longue liste de pathologies radio-induites que vous connaissez depuis Tchernobyl, et de pathologies radio-induites chez l'adulte, chez l'enfant, et sur les générations à venir, sur le plan génétique. Alors, quelques mots encore, excusez-moi, chers amis, je voudrais juste vous rappeler les 4 caractéristiques principales de ce couple bien mal assorti, santé et nucléaire. Et ces 4 caractéristiques, il faut les avoir vraiment présentes à l'esprit parce qu'elles sont très souvent oubliées par nos autorités de tutelle. Ces effets sont retardés habituellement et souvent de plusieurs années, ce qui rend difficile d'établir la cause, le rapport de cause à effet. Il y a cumul des doses au cours de la vie, interne et externe, il ne faut pas oublier les internes. L'embryon, le fœtus avant la naissance, l'enfant, l'adolescent sont particulièrement vulnérables. Et enfin, il y a le phénomène de bioaccumulation. Les radionucléides qui sont inhalés ou ingérés stagnent dans l'organisme. Enfin, ils peuvent être en partie éliminés, mais ils s'incrustent, si vous voulez, dans l'organisme. Ils s'accumulent et ils y exercent durablement leurs effets néfastes. Je voudrais vous remercier pour cette possibilité de rencontrer vous avec mon histoire, avec l'histoire de mon ville. Cette image, c'est démontrer la ville fermée, parce que la ville fermée, c'est territoire avec leurs barrières, avec le système spécial de contrôle et avec le pas spécial. Vous savez, en image, c'est comme barrière, et d'autres images, c'est cimetière local. Et le nom de mon présentation maintenant, aujourd'hui, c'est droit de l'homme après Mayak. Parce que j'ai travaillé comme juriste, j'ai défendu des gens qui ont habité ou qui habitent aujourd'hui dans mon région. Et j'ai gagné plus 70 causes, 2 causes à Cour européenne, mais je n'ai pas gagné beaucoup de causes aussi. Et je voudrais partager avec vous de mon expérience.
Première question, pourquoi je fais mon travail? C'est mon ville et ma maison. J'ai habité ici, dans la ville interdite Ozersk. Comme Françoise a dit avant, il n'y a pas le nom réel dans mes documents. Dans mon document, je suis née à Chelyabinsk. Je suis née pas à Ozersk. Parce que pendant 40 ans, le nom de Ozersk était secret. C'est ma famille. Mon père est né à Sverdlovsk, c'est le nom soviétique de Yekaterinbourg. Quand il était 18 ans, il est mobilisé par Komsomol pour liquidation de Mayak accident dans Ozersk. Après liquidation, il est resté dans Ozersk, il a fini l'Institut de chimie, il était ingénieur de usine de retraitement de déchets radioactifs. Il était cancer, il est mort de cancer de colon quand j'étais 13. Cette photo, c'est il est malade et j'étais 12. C'est ma maman. Ma maman était docteur pour ambulance de Mayak travailleurs. Elle a travaillé pendant 40 ans à Mayak ambulance comme neuropathologiste. Et c'est ma sœur. À gauche, c'est ma grand-mère, Nadejda aussi. Il était mobilisé par communiste parti de construire de Mayak. Elle était ingénieure chimie. Elle a travaillé avec physicien Kurchatov. Elle a produit le plutonium premier pour les bombes soviétiques. Elle a aussi mouru de cancer de lymphosystème avant de ma naissance. Et c'est mon père en âge quand il était mobilisé pour liquidation de Mayak accident. Et c'est les personnes que vous avez vues dans ce film, c'est mon ami. Ces personnes avec j'ai travaillé beaucoup d'années. Et cette image, c'est personne qui a défendu pendant mon travail. J'ai fondé l'association, c'est comme ONG, La Planète d'Espoir, en 1999. Et j'ai organisé comme consultation de droits de l'homme pour personnes qui étaient irradiées. Je ne sais pas, vous avez compris, mais il y a deux types de populations dans notre région. Ces populations qui habitent dans les villes fermées, majorité de qui travaillent dans Mayak. Et aussi, il y a d'autres populations qui habitent dans la région aussi, dans le territoire qui était contaminé par Mayak. Et c'est le type différent de population. Parce que, par exemple, les gens qui travaillent à Mayak aujourd'hui, ils savent la situation avec contamination. Mais les gens qui ont habité, par exemple, à côté de Tesha, ou qui a habité comme Gulchara, dans le village qui était irradié après accident, ils n'en savaient pas quelque chose de nucléaire, de accident, parce que l'information de Mayak accident était secrète pendant 40-45 ans.
Et pourquoi c'est violation de droits de l'homme pour moi? Parce que si nous prenons la Convention de droits de l'homme, c'est l'article 1, c'est droit de vie. Et après l'accident nucléaire, beaucoup de gens ont mouru. Il a continué à mourir après conséquence pour première, deuxième génération de gens qui étaient radiés avant. C'est aussi article 8 de Convention des droits de l'homme, c'est droit de la vie personnelle, la vie famille. C'était violé aussi parce que si personne mourit, la famille détruite. Si personne est malade, la famille détruite. Pour moi, c'est violation de l'article 8, droit de la famille. Et aussi, c'est violation de protocole 1, c'est le droit de possession, parce que les gens ont perdu son maison après l'accident. J'ai oublié de parler les conséquences des accidents qui Françoise dit. Quand Mayak a commencé à mettre le déchet radioactif dans le Techa arrivé, il était 39 villages d'à côté de Techa. Pendant la période 54-62, c'était évacué et détruit 34 villages, mais jusqu'à présent, 5 villages à côté de Techa, et les gens continuent à utiliser de l'eau de Techa. Après la catastrophe de l'explosion en 1957, c'était évacué et détruit 23 villages. Et jusqu'à présent, un village Karaboka, vous avez vu ce village dans le film, jusqu'à présent reste à cette place. Beaucoup de gens étaient irradiés, beaucoup de gens, il n'y a pas d'information de conséquences, nos conséquences, mais aussi information à accident. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le cause, pas seulement les gens qui étaient irradiés avant, pas seulement les gens qui sont irradiés maintenant, mais aussi avec les gens qui sont première génération, qui est né le territoire pas contaminé, mais grands-parents de ces gens étaient irradiés avec Techa ou avant accident, et les gens deuxième génération. Pour moi, plus terrible cause était 2013, quand j'ai défendu la mère de fille qui est née en 2005 et qui est malade avec cancer du foie en 2009. Elle a mouru en 2011 à l'âge de 7 ans. Et la raison de cette mort était le cancer du foie. C'était confirmé par l'État. J'ai essayé de recevoir compensation pour mère. Nous n'avons pas gagné cette cause. C'est une histoire terrible. Pourquoi? Parce que le juge a écrit dans le jugement en 1967, il n'était loi de défense de victimes de Mayak. Pour cette raison, aujourd'hui, 40 années après,
c'est impossible de recevoir compensation parce que avant, il n'était pas le roi. Cette personne, c'est Kamil Ahmadiev. C'est exemple de gens qui est défendu. Cette personne, c'est Kamil Ahmadiev. La mère de Kamil est née et le Kamil est né dans le village Muslimova. C'est 33 km de Mayak par Tesh-Rivé. Et ce documente cette personne deux enfants a les maladies nucléaires chroniques avec conséquences pour le cerveau et raison de contamination de Tesh-Rivière. Je voudrais finir avec cette image. Pourquoi? Parce que pour mon avis, c'est cette image extraordinaire parce que c'est le lac qui est contaminé avec plutonium de l'usine Plutonium. Et c'est écrit pour note sur la table l'entrée interdite pour personne qui est extérieure personne. C'est un petit peu bizarre, mais c'est incroyable parce que aucun symbole de radiation, pourquoi c'est interdit, aucune information et les gens continuent d'utiliser cette lac pour la vie normale. Mon conclusion est c'est très difficile pour génération future de prouver conséquences pour santé dans le cours. Dans en certaines causes, nous avons prouvé la connexion entre l'accident et santé. Mais comme je vous avais dit, dans la cause de cette fille, nous n'avons pas gagné compensation. Et aujourd'hui, après en France, je vais continuer mon travail parce que les gens dans mon région attendaient quand je peux continuer parce qu'ils ont besoin de mon aide. Merci pour votre attention et votre patience. Pour compléter ce que nous a présenté Nadejda, qui est le côté humain, inhumain et la nécessité de plaider et d'obtenir des jugements pour que justice soit rendue, il faut bien comprendre le processus qui fait que la connaissance a été très tardive et pas seulement du fait des soviétiques, et qu'elle est restée très fragmentaire, en partie parce que malheureusement on s'est contenté de choses qui avaient été dites à un moment donné et qu'on aurait pu compléter, puisque dans la littérature scientifique on arrive à trouver quand même pas mal de choses sur les conséquences de l'ensemble des contaminations et des accidents qui ont eu lieu autour et dans ce site militaire. Alors, en Occident, nous avons appris l'existence de cette catastrophe, de ce désastre, tout à fait par hasard. Joris Medvedev était un dissident soviétique qui avait d'ailleurs été interné dans un camp, dans un hôpital psychiatrique pour déviationnisme. C'était un biologiste. Et quand il a été expulsé, en octobre-novembre 1976, il est arrivé à Londres au moment où le New Scientist fêtait les 20 ans de son existence, le journal scientifique anglais, et lui a demandé de raconter ce qu'il voulait sur la science soviétique. Et Medvedev a donc exposé un certain nombre de catastrophes qui avaient affecté l'industrie et la science soviétique. Par exemple, l'explosion de la fusée lunaire, parce que Khrouchtchev était pressé de battre les Américains, et la fusée a explosé alors que toute l'équipe scientifique et technique qui avait construit l'engin se trouvait à proximité. Ils ont été tous tués, ce qui évidemment a pas mal retardé le programme spatial soviétique. Et puis, il a parlé de cet accident.
Et il croyait qu'il était connu. Il croyait qu'en Occident, les services de renseignement, enfin bref, on savait qu'il y avait cette énorme catastrophe, et vous allez voir qu'elle est pire que Tchernobyl, contrairement à ce qu'on dit en ce qui concerne la quantité de radioéléments rejetés dans l'environnement. On dépasse tout ce qui est imaginable. Alors, immédiatement après, comme c'était en Grande-Bretagne, le président de l'autorité atomique du Royaume-Uni, Sir John Hill, s'est senti offensé en tant qu'Anglais qu'on dise des pareilles stupidités dans son pays. Donc il est monté au créneau, il a dit textuellement que les déclarations de Medvedev étaient bonnes pour la poubelle et que c'était au mieux de la science-fiction. Un mois plus tard, un autre exilé soviétique en Israël, Lev Tumerman, a fait une déclaration au New York Times. Et il a raconté des souvenirs qu'il avait d'un voyage qu'il avait fait entre Tcheliabinsk et Beloyarsk. Beloyarsk, c'est là où il y a une centrale nucléaire à côté d'Ekaterinbourg. C'est environ à 25 km d'Ekaterinbourg. Et tout à l'heure, je vous montrerai la route qu'il a suivie et qui explique ce qu'il raconte. Ce qui est important, c'est que Tumerman a confirmé que durant ce voyage, il a traversé une zone où on lui a demandé de fermer la fenêtre de son véhicule. Enfin, lui, il ne conduisait pas, il avait un chauffeur. Donc le véhicule a roulé pendant 30 km fenêtre fermée, et le paysage était vide, non pas vide d'arbres et tout ça, mais vide d'activité humaine. Il n'y avait pas d'agriculture, les villages étaient vides, c'était déserté par l'homme. Donc il a raconté ça en faisant quelques erreurs, parce qu'après tant d'années, et le fait qu'il ne conduisait pas le véhicule lui a fait faire des erreurs de localisation. Mais ce n'est pas très grave, il avait confirmé ce que Medvedev avait dit, et c'était un mois plus tard. Alors, ce qui s'est passé, ça s'est passé dans des cuves en béton qui étaient refroidies dans une installation avec du liquide tout autour pour assurer le refroidissement. Et c'est une installation qui comprenait, alors là il y en a 23 groupes comme ça, de 20 cuves, donc 60 cuves. La cuve numéro 14 est celle qui a explosé en endommageant les cuves 7 et 13. Alors, après la déclaration de Tumerman, la polémique a repris. Le Parlement britannique s'est saisi de la chose et a un peu investigué. Et l'audition parlementaire, un an plus tard, du 2 décembre 1977, a confirmé ce qu'avait dit Tumerman, parce qu'ils ont pris leurs informations auprès de la CIA, qui avait d'ailleurs, à la demande de l'Union of Concerned Scientists, qui avait déclassifié des données concernant l'accident. Et ce qui est écrit dans cette déposition, dans ce débat parlementaire britannique, cette commission d'enquête, c'est que, et je passe les détails, c'est que la CIA avait des dossiers sur cette affaire depuis plus de 15 ans, qu'elle avait même eu sans doute des informateurs, puisqu'il parle de visiteurs, depuis au moins 1961, et qu'il était parfaitement clair que la communauté nucléaire de l'Ouest avait connaissance de tous ces faits depuis plusieurs années, mais l'avait caché au public avec autant d'attention que les Russes, pour des raisons sur lesquelles nous ne pouvons que spéculer. Il se trouve que les spéculations c'est assez ironique, on ne peut que spéculer. À cette époque, et il faut avoir ça en tête, en 1953, Atoms for Peace, le président Eisenhower déclare qu'il faut lancer l'énergie nucléaire au niveau mondial et construire des réacteurs partout dans le monde. En 1954, explosion à Bikini, des chalutiers japonais sont contaminés, scandale mondial. Le mouvement contre la bombe devient presque un mouvement contre l'industrie nucléaire en général, contre les retombées en tous les cas. Et en 1957, quelques jours après l'accident de Mayak, il y a l'incendie de Windscale, qui lui est tout de suite porté à la connaissance du public, c'est un scandale. On interdit la consommation du lait pendant plusieurs semaines sur un territoire de 500 km², la contamination est détectée en Norvège, bref, tout le monde s'affole. Alors si la CIA dit qu'en Russie, il y a un accident absolument terrible qui affecte une région bien plus grande que celle qu'a affecté Windscale, alors le démarrage de l'énergie atomique va être compromis. Et
toutes ces raisons expliquent qu'on a gardé le secret jusqu'au moment où, finalement, Medvedev a mis les pieds dans le plat et a obligé de regarder les choses un petit peu plus en face. Non, début 78, pardon. Oui, c'est ça. Les Amis de la Terre, dont je faisais partie à la commission énergie, et le groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire ont invité Joris Medvedev à Paris pour faire une conférence de presse et présenter les résultats qu'il avait acquis depuis sa déclaration. Parce que comme il a été contesté, il a fait des recherches. Il a fait des recherches dans la littérature de première main soviétique, où effectivement, comme le dit Nadejda, tout est numéroté, mais on ne connaît pas les noms. Donc il y a Tchelabinsk 40, il y a le lac numéro 50, il y a des choses comme ça. Puis on voit des lacs où il y a 50 millions de curies. C'est-à-dire, ce n'est pas une expérience écologique, mais c'est présenté comme tel. En fait, c'est un lac qui a servi de dépotoir, puis on regarde ce qui se passe. Hein, les biologistes vont regarder ce qui se passe. Bon. Puis il y a eu aussi l'accident qui a beaucoup contaminé et qui permet de faire d'autres expériences écologiques, entre guillemets. Hein. C'est tout ça qu'il découvre. Mais il découvre avec des noms de code, il ne sait pas exactement où c'est. Mais quand il regroupe tout cela, on voit bien que ça ne peut venir que d'un accident. Et c'est ce qui a donné, un an plus tard, ce livre, qui en fait a été publié à l'époque aux États-Unis, il n'a pas réussi à le publier en Grande-Bretagne, donc 79, début 80, et qui ensuite a été traduit beaucoup plus tard, en 1988, en français. Il est introuvable, hein. Il n'est même pas dans le catalogue de l'éditeur, donc c'est un livre qui a dû être pilonné, et maintenant on ne peut plus le traduire. Mais la version anglaise est toujours disponible. Medvedev est reçu à Los Alamos, au laboratoire de la bombe atomique, à la fin de l'année 78. Et là, il discute avec Edward Teller. Edward Teller, c'est le père de la bombe H. Edward Teller lui dit que des déchets nucléaires puissent contaminer une aussi grande région confine à l'impossible. Ensuite, continue à discuter, Medvedev lui oppose toutes les informations qu'il a accumulées. Teller est quand même un scientifique, hein, donc normalement il est accessible aux doutes méthodiques et à la logique. Alors effectivement, il est très logique et il termine ainsi. Les craintes que vous créez dans l'esprit des gens qui n'ont pas beaucoup de savoir sur cette question et qui peuvent s'effrayer facilement. Donc il lui reproche ça, et ensuite il termine. Ce serait gentil de votre part de limiter de réduire ces craintes. Vous voyez, ça c'est de Wilmington Morning Star qui a publié cet entretien auquel il avait assisté à la fin de 1978. Alors, la publication en langue anglaise du livre de Medvedev a été confirmée d'une certaine façon par un rapport d'un autre grand laboratoire, celui qui avait fait la bombe, l'uranium de la bombe d'Hiroshima, donc Oak Ridge National Lab, par un groupe de scientifiques qui, avec l'ensemble des connaissances acquises depuis tant d'années, a essayé de reconstruire l'accident. Avec Medvedev, ils avaient une quantité de radioactivité dispersée un peu partout. Et pour eux, c'était clair qu'un certain nombre d'hypothèses, c'est une bombe qui a explosé, un réacteur qui a explosé, tout ça ne tenait pas la route. Donc ils s'en sont effectivement tenus à un réservoir de déchets qui explose. Et ils ont réussi à chiffrer les choses assez justement, sans aucune autre information que les données de Medvedev. Ils ont déduit que c'était un réservoir de quelques centaines de mètres cubes de déchets de haute activité, qui contenait essentiellement du strontium, 95%. Et nous verrons que c'est très important parce qu'il y a d'immenses inconnus qui portent sur le reste des déchets, mélangés à du nitrate d'ammonium, qui est le résidu de l'extraction du strontium, du césium, de la séparation des deux. La cause est suggérée, qui s'est révélée exacte, une panne de longue durée de l'ensemble des systèmes de refroidissement et de ventilation, qui a conduit la température à monter à 350 degrés selon une source soviétique. Et l'explosion a pu être provoquée soit par une détonation d'hydrogène, parce qu'il se forme de l'hydrogène par décomposition de l'eau, par l'irradiation, soit par la métastabilité du nitrate d'ammonium. Donc, les recherches de Joris Medvedev, à la fin de 1979, étaient corroborées officiellement par un rapport du laboratoire national d'Oak Ridge aux États-Unis. Il n'empêche que dans les années qui ont suivi, le dénigrement a continué, et ensuite ça s'est terminé par l'effacement.
C'est-à-dire qu'officiellement, les services, disons les autorités nucléaires mondiales, soviétiques, enfin russes maintenant, et occidentales, essayent d'effacer la mémoire, ou disons d'effacer l'image des séquelles de l'accident. Les données fournies par Medvedev paraissaient tellement invraisemblables que même la revue très critique Bulletin of the Atomic Scientists américaine s'est cru obligé de donner la parole à un expert de l'Agence pour l'énergie atomique, spécialiste des déchets, pour mettre en doute le scénario de l'accident de déchets dans un numéro qui était, je ne sais plus quand, mais c'était au début des années 80. En 82, le laboratoire de Los Alamos, là où Medvedev s'était opposé à Teller, a publié un premier rapport qu'ils appellent An Analysis of the Alleged Kishtim Disaster. Alleged. Supposé, soi-disant, n'est-ce pas? 29 pages sans aucune référence scientifique. C'est de la pure science-fiction pour le coup. Un an plus tard, le même laboratoire, The Myth of Nuclear Explosions at Waste Disposal Site. Donc là, il tente de démontrer qu'il est impossible qu'une cuve de déchets explose, en faisant une hypothèse qui n'a jamais été retenue par Medvedev, c'est que c'était une explosion nucléaire, donc de criticité. Et en 1988, pour donner une idée du niveau auquel on peut s'abaisser, François Cognier, le directeur de l'IPSN, Institut de protection et sûreté nucléaire français à l'époque, a déclaré au Monde, en 1er décembre 1988, certains ont notamment parlé d'une explosion violente qui aurait fait des centaines de morts. En fait, on n'en sait rien. Je penche plutôt pour une dissémination de produits radioactifs issus d'une source médicale de césium. On peut dire qu'il a vraiment tout faux. C'est du strontium, et quand une source médicale de césium, c'est rarement utilisé parce que le césium a peu d'applications médicales et elles sont en général de très faible radioactivité. 20 ans plus tard, là on arrive à l'effacement. Le bulletin d'août 2007 du Norwegian Radiological Protection Authority publie une courte synthèse, The Kishtim Accident, 29 septembre 1957, 4 pages, sans référence, affirmant des conséquences radiologiques et sanitaires en complète contradiction avec les données de première main publiées après l'ouverture des archives soviétiques au début des années 90, dont je vais vous parler juste après. Et en janvier 2013, là on va rencontrer un personnage que connaît Nadezhda, sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique, deux experts salariés de Rosatom, Batorshin et Makrov, achèvent le nettoyage des traces des séquelles sanitaires de l'accident, communication, experience in eliminating the consequences of the accident Mayak, etc. 33 diapos sans référence. On parle ici, et c'est seulement ici que j'ai trouvé qu'apparaissent des liquidateurs. Nadezhda nous a parlé de liquidateurs, puisque son père était un liquidateur. Mais dans la littérature officielle, les liquidateurs n'apparaissent nulle part. Il se trouve que, au moment de l'ouverture des archives soviétiques au début des années 90, à la fin de la perestroïka et de la glasnost, un lieutenant-colonel spécialiste expert dans ces domaines de l'US Air Force, Daniel Collins, est allé à Mayak, à Kurchatov, et a interrogé tout le monde sur ce qui s'était passé sur le site de Mayak depuis le début. C'est là qu'on apprend qu'il y a eu 3 accidents. Le premier, alors je ne parle pas des rejets dans les rivières et dans les lacs, là des accidents, c'est-à-dire des rejets non contrôlés, non maîtrisés, si on peut dire. Pour autant que mettre des déchets dans un lac, c'est maîtrisé. En 1949, alors 1,1 pétabecquerel. Alors pétabecquerel, ça veut dire millions de milliards de becquerels. Ce qui est énorme. Le deuxième accident, en 1957, de 200 à 740 pétabecquerels de strontium. Parce que là, on connaît la composition, 95% de strontium, 5% de césium, et sans doute du plutonium, nous en parlerons plus tard. Et il a été classé à 6 sur l'échelle INES. Or, l'accident de Tchernobyl a rejeté, en gros, 4 fois moins. 4 ou 5 fois moins.
et il est classé 7. Cherchez l'erreur. Donc il y a une volonté de... Alors c'est peut-être comment dire, coefficient d'amortissement que le temps introduit dans les catastrophes, hein, comme en économie, hein, les biens se dévaluent. Enfin, une catastrophe ne se dévalue pas quand on voit le sort des personnes et les atteintes à la santé transmissibles par diverses voies, soit génétiques, soit épigénétiques. On voit bien que les catastrophes ne connaissent pas le coefficient d'amortissement comme l'économie. Mais là, on dirait qu'il y a un coefficient d'amortissement, il est 6, parce qu'on n'en parle que 40 ans ou 50 ans plus tard, alors on le classe 6. En fait, c'est juste après Tchernobyl qu'on l'a classé 6, hein, en 86. Et puis, en 1967, il y a eu une sécheresse locale. Et un des lacs, qui ne devait pas être très profond, donc c'est pour ça que je pense plutôt à... Parce que Karachay, c'est un étang, en fait, c'est pas un lac, c'est très peu profond, et il y avait 50 millions de curies de déchets dedans. Donc c'est énorme, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est desséché. Il y a eu des tourbillons de poussière, et une petite partie a été emportée par le vent. Et 600 curies, donc 0,02 pétabecquerel, comprenant aux 2 tiers du césium-137, se sont répandus sur le site. Ce qui a provoqué une contamination intense locale et obligé à reprendre des mesures de liquidation et de nettoyage. Donc ça, c'était en 1967. Alors, quelques données sur les retombées de l'accident. Vous avez 5 km², donc c'est tout près, là c'est autour de... Enfin, c'est grand, 5 km² quand même. Autour de la cuve qui a explosé 2000 curies par km², ce qui veut dire 74 millions de becquerels par mètre carré. On dépasse d'un facteur 20 à 30 les plus fortes retombées de Tchernobyl au voisinage de la centrale. Donc les quantités sont déjà les plus grandes, mais localement, du fait que ce n'est pas monté très haut, c'est une explosion de faible puissance, environ 70 à 100 tonnes de TNT, le couvercle qui pesait 25 tonnes a sauté à quelques dizaines de mètres, et puis le contenu a été projeté en l'air, enfin en partie projeté en l'air. On estime que c'est entre un quart et les 3/4 qui a été dispersé dans l'environnement. 120 km², 120 km², donc c'est cette espèce de plume supérieure à 100 curies par km². Donc vous voyez, c'est énorme, on est toujours très au-delà des contaminations de Tchernobyl, traduit en becquerel par mètre carré, ça fait plus de 3,7 millions de becquerels par mètre carré. C'est en gros les plus fortes contaminations à Tchernobyl et au voisinage de la centrale de Fukushima. Et puis 23 000 km², c'est toute la zone, avec quelque chose qui est supérieur à 370 becquerels par mètre carré, mais avec de grandes variations comme nous allons le voir. 22 villages évacués après cet accident, avec les doses reçues par les populations avant l'évacuation. Vous vous rendez compte qu'on a des doses qui sont considérables, avec des délais d'évacuation qui dépassent parfois et largement 1 an. Dans le rapport de Collins, vous avez des informations médicales. Elles sont très parcellaires, parce que le travail d'analyse de la reconstitution de la dosimétrie, tout cela a été fait assez tardivement et a été incomplet et flou. Et les structures médicales pour recevoir les irradiés comprenaient 50 lits pour 500 000 personnes. Dans le rapport de Collins, il est dit que 437 000 personnes ont été affectées par l'accident. Ce nombre s'est en partie évaporé, si on peut dire, dans les rapports du Comité des Nations Unies sur les effets des radiations, qui est le comité qui a été institué en 1955 pour dire, disons, la vérité sur les effets des radiations atomiques. Alors que Medvedev avait dévoilé l'accident en 1976, ce comité, qui s'appelle UNSCARE en américain, n'a parlé de cet accident que dans son rapport annuel de 1993. Donc il a attendu presque 20 ans pour se préoccuper et pour accumuler suffisamment d'informations pour présenter les séquelles, les conditions, disons, de l'accident de Mayak et ses séquelles devant l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque les rapports sont présentés à l'Assemblée générale. Or, le rapport de 1993 reprend les données fournies par Collins, publiées par Collins en 1992. Donc il ne nous apprend rien, sauf un chiffre supplémentaire, c'est qu'au voisinage de l'installation, donc
de réservoirs exposés, la contamination atteignait 150 millions de becquerels par mètre carré. Vous imaginez le travail qu'ont dû faire les liquidateurs, les conditions dans lesquelles ils ont dû travailler. Et on y apprend, et ça c'est une découverte que j'ai faite en épluchant l'autre jour pour cette conférence, tous les rapports de l'UNSCER qui parlent de Mayak, on y apprend que la limite de contamination de la nourriture tolérée après l'accident était de 7400 becquerels par kilo, sachant que la demi-vie biologique du strontium dans l'organisme est de 7 ans. Donc si vous mangez tous les jours 7,4 kilobecquerels de strontium, parce qu'en gros on mange 1 kilo par jour, qui va s'accumuler, vous allez atteindre des millions et des millions de becquerels dans votre organisme, donc dans les os. Et vous verrez que c'est pas si faux que ça. Et puis ensuite, quelques semaines après ou quelques mois après, on est passé à 2400 becquerels par kilo pour la nourriture, pour le strontium. Alors qu'aujourd'hui, au Bélarus, pour le césium, qui lui circule très vite et est éliminé en environ 1 an, quand on en a pris une dose importante à un moment donné, la dose maximale moyenne, c'est 500 becquerels par kilo pour la nourriture. Alors, à cause de ce règlement, 10 000 tonnes de nourriture ont été détruites, ce qui pose question sur ce qu'ils sont devenus, parce que c'est des déchets radioactifs, cette nourriture. Ça fait 10 000 tonnes de déchets dont il faut faire quelque chose. S'ils ont été brûlés, c'est reparti dans l'atmosphère. La dose collective pour les habitants est estimée entre... Alors, dose collective, ça veut dire qu'on prend les habitants, on estime la dose moyenne pour chacun, on multiplie par le nombre d'habitants et on dit ça fait tant. Alors c'est très flou dans le rapport 93, entre 1100 et 5000 hommes sievert. Alors ce que je voulais dire, parce que c'est dans le rapport de Collins, quand même c'est très important, c'est qu'on a trouvé chez certaines personnes, où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, pour 1000 personnes décédées, et ça rejoint ce chiffre des autorisations de vente de nourriture contaminée, on a trouvé dans les os, pour 1000 personnes, une dose de strontium qui dépassait 37 millions de becquerels. C'est des gens qui sont morts. Ils avaient absorbé tellement de strontium qui va s'accumuler dans les os qu'ils avaient 37 millions de becquerels dans leurs os. Vous imaginez. Et puis, quelques années plus tard, en 2008, dans une étude générale consacrée aux accidents, on voit que brusquement, le chiffre pour Kishtim, enfin pour Mayak, est ramené à 1200 hommes sievert. C'est-à-dire qu'il est divisé par 4. Aucune explication. En 2000, c'était 6200, par 6, par 5 même. Et en 2008, c'est 1200, pour la même population. Et on attribue à l'accident de Windscale, qui a rejeté des milliers de fois moins de radioactivité que Kishtim, une dose collective engagée de 2000 hommes sievert, donc plus forte que Kishtim. On arrive véritablement à une telle confusion dans les chiffres que plus personne ne peut s'y reconnaître. Et Kishtim est ramené à un accident plus petit que celui de Windscale, où il y a 50 curies d'iode qui ont été rejetées. Vous voyez, on n'est pas au million de curies, il y a 50. Maintenant, venons-en aux conclusions qui vont être illustrées par ces deux photos que j'ai prises à Moscou en 1990 dans un institut des sciences des sols auprès du directeur chargé des questions radiologiques, Sergei Kozolin. Il m'a autorisé à prendre ces photos. Sur ces photos, vous avez ici l'image de la contamination de l'accident. Voyez. Là, c'est pour le césium. Les doses sont exprimées en nanocuries par kilo. Il faut les multiplier par... alors pour avoir en becquerel, il suffit de multiplier par 37. Et ensuite, pour passer au mètre carré, il faut multiplier entre 500 et 1000. On arrive à des dépôts qui sont cohérents avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre. Et là, vous avez la contamination par le césium. Alors ce que vous observez est tout à fait étonnant. C'est que l'échelle, vous voyez, c'est 50 km, et vous avez ici Tcheliabinsk, et à 150 km de Tcheliabinsk, vous avez la trace, enfin la bordure d'une zone ultra contaminée par du strontium. Qu'est-ce qui s'est passé là? Nulle part dans la littérature on nous parle de cela. Ici, pareil, vous avez une zone contaminée, pardon, assez fortement,
Dans la littérature, personne n'en parle. Ici, pareil. Et là, vous n'avez pas que l'accident, vous avez de la contamination partout. Là, c'est le strontium. Et puis ici, c'est le césium. Alors le césium, c'est très intéressant. Vous avez une limite de 5 nanocuries par kilo qui court partout. Puis vous avez des lignes droites, vous avez une séparation. Entre les deux, il y a moins. Puis là, vous avez une droite. Alors, pourquoi une zone aussi importante contaminée par le césium? Ça aussi, c'est du 5 nanocuries par kilo. Et puis là, vous avez brusquement, vous avez un peu plus, puis de nouveau, vous avez moins. Donc, on observe quelque chose. Et puis, vous avez une zone qui n'a pas été contaminée. Cette zone-là contient moins de 5 nanocuries par kilo. En fait, la superposition des cartes que j'ai dû faire, j'ai mal calé. Tcheliabinsk est dans cette zone. L'accident de Kishtim a rejeté du strontium. Or, dans les déchets, il y a autant de strontium que de césium. Il y avait 60 cubes. Parce que pour produire des bombes, on produit énormément de déchets, bien plus que les bombes ne vont en produire quand elles vont exploser. Des dizaines de fois plus. Donc tout ce césium, où est-il passé? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, puisqu'il n'est pas dans les cuves de haute activité? Eh bien, à l'époque, le césium était utilisé, on le répandait dans les champs pour booster l'agriculture. C'est des tentatives qui ont été faites aux États-Unis. Vous savez, c'est comme après la Première Guerre mondiale. Il restait des nitrates, eh ben, on a dit aux paysans, arrêtez de faire des engrais verts, mettez des nitrates. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait des gaz de combat. Vous ne savez pas quoi en faire, toutes ces molécules. Eh ben, on va tuer les insectes avec. Puis, comme on avait des radioéléments, puis que les radioéléments, ça de l'énergie, eh ben, on va les mettre dans le sol, ça va booster les plantes. Et on a arrêté ces pratiques assez tard, au milieu, à la fin des années 50, quand la FAO a dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais ça pollue. Et je pense, personnellement, que ces immenses zones contaminées par du césium à 5 nanobecquerels par kilo, c'est de l'agriculture. Parce que c'est cohérent avec ce qui se faisait à l'époque. On utilisait une partie dans l'industrie, comme source de rayons gamma pour faire des radiographies métalliques et des choses comme ça, mais l'essentiel a été dispersé dans l'environnement. Donc on a mis environ 70 000, 100 000 becquerels par mètre carré pour booster l'agriculture, sur des très grandes surfaces. Première question. Deuxième question. L'accident a été liquidé comme à Tchernobyl, en 2-3 mois. En 2-3 mois, il fallait faire les bombes, on avait tout nettoyé. Qui a nettoyé? Qui a nettoyé ces centaines de kilomètres carrés où, si on restait quelques jours, vous avez vu, on prenait 0,5 sievert. Qui a nettoyé? On ne le sait pas. C'est un trou noir. Le père de Najda était parmi eux. Mais il y a tous les autres qui ont remué la terre. Ce n'étaient pas des ingénieurs, c'était des terrassiers, c'était des paysans, tout ce que vous voulez. Hein? Et c'est comme à Tchernobyl. Ils étaient sans doute des dizaines de milliers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était un camp où il y avait du goulag, qu'il y avait des camps de travail, qui ont dû en participer à la construction du site. On peut penser qu'on a envoyé ces gens-là, mais aussi des soldats probablement, puisque c'est un grand classique en URSS, quand il y a un grave accident, on envoie l'armée. Par ailleurs, tout le monde sait techniquement que les déchets du plutonium, que les déchets de haute activité, donc strontium et autres, contiennent des traces de plutonium. Dans aucun rapport de Lensker, on ne parle de plutonium. C'est un vrai problème, parce qu'il y a du plutonium là-dedans, et il est dispersé. On n'en parle pas. On peut dire qu'ils font sérieusement leur travail. Parce que je suis bien persuadé, effectivement, qu'il y a des publications soviétiques où on parle du plutonium. C'est tout à fait logique. Et pour terminer, à Hanford, pour accélérer la construction de la bombe, on retraitait le combustible tout de suite à la sortie du réacteur. Ce qui faisait que l'iode radioactif contenu dans le combustible était relâché dans l'environnement, puisqu'il n'avait pas eu le temps de disparaître. Il disparaît en environ un mois, disons, 1 mois et demi. Bon. Là, tout de suite, on retraitait. Et on a rejeté à Hanford, à cause de cela, des centaines de milliers de curies de diodes radioactifs dans l'année 45, 350 000 à peu près, pour construire la bombe. J'ai trouvé une seule publication soviétique d'une personne qui s'appelle Mushkacheva, professeur Mushkacheva, qui parle en 2006 des anomalies thyroïdiennes observées autour de Mayak. Et dans son papier, qui est un papier scientifique, qui est publié en anglais, il est dit qu'à Mayak, dans ces années-là, on a rejeté à peu près autant qu'à Hanford. Donc, il y a aussi des problèmes thyroïdiens. Il n'y a pas que le strontium.
Et puis il n'y a pas que le césium à bas bruit dans toute l'agriculture locale. Il y a aussi eu, comme à Tchernobyl, un choc d'iode prolongé pendant plusieurs années pour faire les bombes très vite. On ne laissait pas au combustible atomique le temps de se refroidir. Voilà, si vous voulez, donc on a une véritable carence d'informations détaillées. L'épidémiologie est très fragmentaire, elle est floue, les relations de cause à effet sont difficiles à faire. Dans le papier, vous avez quelques informations qui suggèrent ça de façon plus claire. Une grande partie des radioéléments qui ont été libérés dans l'environnement ne sont pas considérés dans les rapports internationaux. Ce qui veut dire que l'héritage de Mayak, c'est en grande partie ce que conseillait l'OMS de cultiver pour que la population s'habitue à l'énergie atomique, c'est-à-dire de vivre dans l'incertitude et dans l'ignorance. Eh bien, à Mayak, on peut le dire que ces préceptes ont été appliqués depuis le début. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'effectivement, il est très important d'avoir des informations comme vous venez de nous les donner, parce que malheureusement, on n'a pas assez de témoignages de ce qui peut se passer lors d'un accident nucléaire. Et malheureusement, ici en France, on est quand même dans le déni total de ce risque. Tout ce qui touche le nucléaire, c'est militaire et c'est un secret défense. Alors que Einstein disait à la fin de la guerre, l'arme nucléaire est tellement catastrophique qu'il peut tuer l'humanité, que ce secret ne doit pas rester, il devrait être déposé auprès de l'ONU. On a l'air de dire qu'il faut que ça soit partagé. Pour Eisenhower a trouvé la poire en deux, on diffuse le nucléaire civil et on garde secret le nucléaire militaire. Nous sommes à moins de quelques minutes. Il y a un réseau de scientifiques à Los Alamos qui dit qu'une horloge compte à combien de minutes nous sommes près de l'apocalypse nucléaire. C'est-à-dire la guerre nucléaire est possible et probable. Malheureusement, on ne sait pas quand. Et il faut tout faire, bien dire tout faire, pour éviter la guerre nucléaire. Alors en effet, on a parlé d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Il y a une grande campagne d'un réseau international qui s'appelle ICANN. Il y a donc des ramifications en France, hein, Stop Armes Nucléaires, ainsi que d'autres associations, qui croient que par l'action citoyenne, on va être capable de réussir là où on a réussi, entre guillemets, en partie, pour interdire les armes chimiques et les armes bactériologiques. C'est une réalité, il y a des traités qui sont appliqués, ratifiés peut-être pas en totalité, mais il n'empêche qu'ils sont sur le domaine public. L'arme nucléaire est encore chasse gardée pour une partie donc, des grands États qui ne veulent pas s'en dessaisir. Tant qu'il y a des armes nucléaires en préalerte, je vais terminer, il y en a 2500 sur la surface de la Terre qui peuvent être déclenchées en 15 minutes, soit par accident technologique, soit par un hiker, soit par un docteur Folamour fou qui décide de voir ce que ça peut faire, soit par, il y a eu beaucoup de scénarios, Elsdin a été confronté, on lui dit, monsieur, il y a un missile qui fond sur l'URSS, qu'est-ce qu'on fait? Et en fin de compte, c'était les Norvégiens qui avaient lancé un missile civil sans le déclarer aux Soviétiques. On a frisé plus d'une fois la guerre nucléaire. Donc, il faut en effet, par les lanceurs d'alerte, par des campagnes internationales, agir et faire agir. Alors pour terminer, c'est vrai qu'on est en campagne présidentielle et législative, c'est l'occasion d'interpeller tous les candidats. Il faut bien le dire, que certains prêchent même le doublement de l'arme nucléaire française, les Républicains, entre autres, ils ne se cachent pas. Il faut même Hollande accepte d'aller à 2% du budget pour la défense, donc on va augmenter encore les crédits et encore le nucléaire, on va sophistiquer nos armes, etc. Il faut les interpeller, il faut les mettre devant leurs responsabilités et leur dire par rapport au projet d'interdiction d'armes nucléaires, est-ce que vous, candidats, vous êtes d'accord? Est-ce que vous opposez? Que faites-vous? Voilà, je vous remercie. Alors je vous affiche ma conclusion personnelle, bien sûr ça n'engage que moi. Moi je pense qu'on ne s'en sortira pas sans arrêter tout, arrêter les dégâts, interdire les armes atomiques, dont on sait maintenant qu'elles ne servent à rien, et arrêter de produire des déchets radioactifs, qui soient d'origine militaire ou civile. Donc ça c'est ce que disent mes amis médecins de l'Association des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. C'est un euphémisme pour en fait dire arrêter, mettre à l'arrêt ces industries. Arrêter de produire le plutonium, surtout, arrêter de produire le plutonium,
et arrêter les usines de retraitement qui sont des véritables bombes à retardement, et mettre à l'arrêt les installations nucléaires, et puis renoncer à l'enfouissement profond des déchets, qui est quelque chose de totalement délirant, et appelé à contaminer nos nappes phréatiques et notre eau. Notre eau. Et là aussi, j'ai passé beaucoup d'heures, beaucoup de week-ends à travailler les rapports sur l'eau, et il y a beaucoup de choses à dire qui pourraient vous intéresser, et c'est l'objet d'un prochain exposé débat.